Donc je down 250, après je remonte. Mais là, ça va tellement monstrueux. Et je re-up 1M. C'est énorme, t'as vraiment déroulé avec beaucoup de... Il y a peu de gens qui savent, parce qu'ils pensent qu'il y a eu le one time. Moi c'est plus jouer le poker à son ultime. Salut Benjamin, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de All Interview. Tu es le deuxième après Pierre Calamusa, le premier du coup qui n'est pas du team pro, mais yes, tu es quand même à mon avis très bien choisi. Tu vas pouvoir nous raconter des choses très intéressantes qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, j'espère. J'espère que tu as bien préparé tes réponses. Studieux, moi je suis un écolier. Ouais. Bon, parfait. Je te prends à la sortie d'un tournoi, on est en plein cœur des World Series of Poker. Un grand rendez-vous pour toi, on l'imagine, dans ton année. Je suis pas quelqu'un pour qui le live j'adore. Enfin, je préfère le online. L'an dernier j'ai raté, mais cette année j'avais envie de venir. Donc, Les titres, c'est quelque chose qui t'intéresse quand même? je suis en train de me rendre compte de plus en plus que pas tant que ça. Après, pour en avoir discuté avec Clem, qui pensait encore moins que moi et qui a pleuré l'an dernier après son bracelet, faudra voir si je ship mon premier bracelet. Mais moi, c'est plus jouer le poker à son ultime de ce que je pense le jeu maximum est. C'est plus ça qui me fait vibrer, bouger, aller tester les tritons, etc. Alors exactement, tu as déjà compris là, tu as déjà abordé plusieurs des sujets sur lesquels on va revenir pendant cette interview. On va commencer par les débuts quand même. Rapidement, tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours, d'où tu viens déjà avant le poker. Tu t'es né où? Je suis né à Massy-Palaiseau, pharmacie en Essonne. J'ai passé toute mon enfance là-bas. Un parcours scolaire un peu classique, en tout cas en études supérieures. Mon bac normal, après prépa HECS, examen au concours des grandes écoles. J'ai intégré GEM. À l'époque, ça s'appelait ESC Grenoble. Maintenant, c'est GEM. Et j'ai découvert le poker entre-temps, à 16 ans. Mais pour moi, les études, pour mes parents aussi, mais pour moi aussi, les études, ça comptait beaucoup. Donc j'ai mis il y a eu une grosse parenthèse de 16 à 22. Mais j'étudiais un petit peu entre-temps et à partir de 22, là, quand j'ai intégré l'école de commerce, là, j'ai bourriné. Ouais, j'étais obsédé par ça. Et ouais. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup travailler en école de commerce une fois que la prépa est passée, donc c'était pas très compliqué. C'était quoi? Qu'est-ce qui a tout de suite attiré dans ce jeu? Je crois que j'ai 2 périodes, c'est mes préférées de ma vie. On en parlera après, il y a la colloque avec Clem et Gilles. Mais la première, c'est la prépa. La plupart, pour eux, c'est horrible. Moi, j'ai eu un groupe de potes soudés dans le travail et j'ai adoré. Et j'ai perdu ça pendant 1-2 ans avec l'école de commerce. Et quand j'ai vraiment commencé à être obsédé par le poker, j'ai retrouvé ces 6, 7, 8 heures d'études d'affilée où tu es dans le flow, tu es dans la zone. Et c'est surtout ça, la première fois qui m'a hook. J'étudiais, je pense, 5, 7 heures d'affilée et je jouais que 2, 3 et j'enchaînais. Quelle période ça? Donc c'est quand je fais mon premier stage en école de commerce. Donc c'est 2011. Je suis chez Poker Stratégie. Je n'ai pas choisi par hasard. Hein. Je voulais être entouré de joueurs pros et de grands coachs. Donc j'ai réussi à concilier les deux. Et dès que j'avais fini mon travail, j'étudiais des heures et des heures. Et on travaillait comment alors à l'époque en 2011, rappelle-nous? C'est ça qui est très intéressant. C'était très self-critique. C'est-à-dire que tu devais tout trouver par toi-même. Donc je rédigeais des pages, calcul de V simple ou de comptage de combos simples, il n'y avait pas de solver. Et beaucoup de discussions avec des amis ou des esprits plus élevés que le tien au poker. Et comme ça, tu trouves des stratégies, tu comprends comment la GTO de base marche. Et ça, moi, j'adorais. D'accord. Et tu parles de joueurs dont tu t'étais entouré. Déjà, est-ce que tu avais des modèles, pas forcément dans tes proches, mais des joueurs qui t'ont inspiré? Alors je pense qu'il n'y a personne qui le connaîtra, l'autre oui. Je me suis rapproché du plus gros gagnant français à l'époque, qui était un Marocain allemand, qui parlait français. Il s'appelait Adil Sbahi, Cité 777 sur le forum, et qui a écumé PokerStars.fr. Il jouait en 400 AK et il faisait 400 AK à l'année. Et dès que je finissais en haut du département marketing, à 18h, je courais en bas dans la salle des coachs et je m'asseyais à côté de lui parce qu'on était potes et il me laissait regarder et je le regardais jouer sa session de 400 AK et je posais des questions non-stop quand ça le dérangeait pas trop. Et je jouais en NL 5-10 à l'époque et j'ai fait ça 2-3 mois. J'ai fait NL 10, NL 50-100 en un mois tellement j'apprenais de lui.
Et un de mes collègues aussi, c'était Patrick Léonard. Et c'est pour ça que je suis parti un petit peu en Erasmus à Newcastle, parce qu'il vient de là, et après à Budapest, parce qu'il était déjà installé là-bas. On a fait une coloc ensemble. Donc voilà, celui-là, il est connu, et il joue encore. Mais ça n'a pas du tout eu la même influence, parce qu'on était juste collègues, et ouais, je parlais pas autant poker avec lui. Ok, mais c'est marrant parce que pour le coup, Patrick Léonard, aujourd'hui, on pourrait presque dire, entre guillemets bien sûr, que tu l'as dépassé. Tu joues peut-être plus haut que lui aujourd'hui? Non. C'est juste qu'il veut pas jouer les tritons. Il trouve que c'est trop turbiche, enfin des structures turbo. Et il préfère jouer online. Et je pense qu'il a monté beaucoup d'argent et ça l'intéresse plus trop. Il joue que les séries. Vous n'avez pas la même vision du jeu peut-être, enfin de la Non, manière de mener sa carrière. c'est un peu un génie. Il comprend très vite. Mais par exemple, quand on était en coloc, des fois il me demandait comment on calcule des lignes de V simples, tu vois. Mais son edge, il est ailleurs. Donc ouais, on n'est pas du tout le même joueur. Et par contre, quand on a vécu ensemble, c'était une de mes pires années. Je crois que je jouais à BI 30-35 et j'ai pas réussi à gagner. Mais on grindait côte à côte. Et lui, il jouait déjà à l'élite du poker MTT. Et on parlait tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que il est pas si haut en fait. C'est pas du tout si inatteignable le top niveau. Donc c'était pas bien cette année de coloc. Et à la fois, c'est un petit déclic mental. Ou même un génie du poker, il est rattrapable avec du taf. Alors justement, on est sur les premières années de ta professionnalisation. Bon, le passage pro, il paraît très logique dans ce que tu nous racontes. Du coup, c'est, j'imagine, quand tu as terminé tes études, tu t'as vite tenté l'aventure? Non, pas du tout. J'ai fini mon école de commerce. J'ai pas arrêté. Après, j'ai fait ce stage et j'en ai trouvé un deuxième chez Poker Academy. Et en gros, mon rêve, c'était de faire un tour du monde avec 64 banderolles, parce que je pensais qu'à l'époque, 20-25K, on faisait un tour du monde de folie. Donc je pars à Budapest là-dessus. Je me rappelle, c'était un jeudi soir. Après le taf au Poker Academy, je lance une session sur Wina. Je gagne le top 50 pour 6K5. À l'époque, il y avait beaucoup. Et là, je me fais OK, il est temps de compter la bankroll. Je pensais que j'étais proche des 30. Et là, je compte 33. Et là, je suis super content. Je donne ma démission, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Ouais, il savait, hein. Ne faites pas ça, chef. Et je pars à Budapest. Et le premier mois, je crois que je fais 15 ou 20K, ce qui est mon meilleur mois ever. Et j'arrive à 64 très vite. Et au bout de un mois et demi, j'ai complètement abandonné ce rêve. Je le regrette pas du tout. Budapest, ça fait aussi beaucoup partie de moi. Je suis tombé amoureux de cette ville et de la vie là-bas et des personnes que j'ai rencontrées. J'ai plus jamais voulu faire le tour du monde, mais à la base, c'était ça mon plan. C'était 1er mars 2015 que je suis arrivé. Je m'en rappelle très bien. T'as pas arrêté de la carrière, tes études et la carrière que tu avais commencé pour te lancer dans le poker, mais pour un projet de tour du monde qui finalement s'est arrêté à la première étape. En fait, c'était duo. Je voulais vraiment faire ce tour du monde. C'était un peu... pour moi, la liberté, c'est une valeur très forte. Donc, je veux être libre de mes mouvements. Donc, je voulais faire ça. Et après, potentiellement revenir. C'est pour ça que j'avais prévu une grosse bankroll pour l'époque. C'est-à-dire que si je devais dépenser 30K, je pouvais revenir 30K de matelas avec un an de retard sur le jeu, probablement 1 an et demi, parce que souvent les gens, les amis qui l'ont fait, je voyais, ils tombaient amoureux du voyage et ils faisaient beaucoup plus qu'un an et demi. Donc j'avais prévu ça comme matelas, enfin comme plan de carrière entre guillemets. Et alors quelques années plus tard, en regardant dans le rétroviseur, tu dirais que c'était quoi les principaux défis qui se sont mis sur ta route et peut-être les sacrifices que tu as dû faire aussi pour devenir ce joueur professionnel dans les premières années? Sacrifice, aucun pour moi, franchement, vu que j'adore ce jeu. Défi, il y en a un qu'on regrette beaucoup avec Clément. On se demande à quel point on serait en avance. C'est Pio Solver. Donc le premier Solver, il sort en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et il y en a beaucoup qui vont s'en rappeler. Il y avait un cliché comme quoi le Pio Solver, c'était pour le cash game uniquement. Et c'était un peu de la branlette, entre guillemets. Et évidemment, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les tops, ils sont là-dessus. Et on sent en cash game, parce qu'à l'époque, je jouais un petit peu encore en cash game. À la base, moi, je suis un cash gamer. Je jouais en 200-400 sur Everest. Et j'ai adoré le MTT, et j'ai transitionné. Mais à la base, je suis un cash gamer. Et je chantais à l'époque que les Russes, ils faisaient des choses
Je comprenais pas. J'avais l'impression de bien jouer dans mon jeu, mais je gagnais pas ou très peu. Et à un moment, j'ai ouvert et j'ai commencé à apprendre. Et je trouvais des choses intéressantes. Clem, en son live, il est interpellé aussi. On s'y met à fond. Et voilà, c'était évidemment une connerie de notre part. Donc je pense, ça c'était le premier défi et le plus important. Et s'il y a un regret dans ma carrière, c'est d'avoir commencé 2 ans plus tôt. Parce qu'à cette époque-là, 2 ans, c'est colossal. Ça en vaut 10 aujourd'hui d'avance en fait. Enfin, Non, plus aujourd'hui. Non, mais si à l'époque tu les avais pris, t'aurais été beaucoup plus tôt là où tu es aujourd'hui, entre guillemets. Parce qu'on a fait quelque chose, avec Clem, on aimait bien faire des bootcamps. À partir du moment où on a compris ça, c'est-à-dire le premier bootcamp qu'on fait, c'est on va avec Axel Allais et on se met dans une villa à Essaouira, au Maroc. En décembre, il fait beaucoup plus froid ce qu'on pense. C'était horrible d'étudier dans ces conditions, il n'y avait pas de chauffage. Et on faisait que des expériences Pio. Et on essayait de comprendre pourquoi le solver il prend tel sizing ou telle line, etc. Et ça nous a fait exploser en quelques mois. Si on avait fait ça 2 ans en avance, je pense qu'on aurait atteint les ultra high stakes très tôt et on aurait été très très chaud. Est-ce que tu as des souvenirs de réussites marquantes au début, dans ces premières années? Il y a mon premier mois où je fais 15K et à l'époque c'est beaucoup. C'est le premier mois à Budapest. Ouais, ça fait la moitié de ma rôle en plus. Donc j'avais l'impression d'être un roi. À l'époque à Budapest, si tu avais 2000, 3000 euros par mois, tu vivais comme un roi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est devenu très cher. La plupart des expats français, ils ont bougé. Après, il y a une période où j'ai bien down, hein. Je crois que mon plus bas, c'était 13K. J'étais pas bien. Et j'ai eu accès au premier game sur Poker Master. Je sais pas si tu connais, c'est les applications, les premières apps chinoises. Et j'avais un pote israélien là-bas qui jouait Ultra High Stakes avant. Et il m'a donné accès aux apps, alors que j'étais presque broke. Et il me stackait. Et c'était des games ultra chers. Je jouais des pots à 50, 80K, mais vu que c'était en yuan, j'avais aucune conscience et que c'était pas mon argent entre guillemets, mais j'aurais pu être en make-up de 300K. Et je crois que je fais 300K en un mois. Et lui, la plupart de l'action. Et ça, c'était une belle réussite, surtout qu'il payait en bitcoin. Et moi, je savais pas trop ce que c'était à l'époque. C'était à 800 le bitcoin. Et à un moment, j'ai fait, vas-y, paie-moi la moitié en bitcoin. Et j'ai eu accès tôt aux cryptos comme ça. Et c'est un peu game changer aussi. Ok, effectivement. Ça, c'était fou. On jouait sur un iPad et il n'y avait pas de... C'était une table seulement. Et je jouais toute la journée sur une table et les mecs faisaient n'importe quel game. Ouais. Et après, quand j'ai rebuild ma role, je suis retourné en tournoi, j'ai ship mon premier Winamax Series. Je me rappelle, c'était un 100 flights pour 44K. Et à partir de là, on en reparlera avec Clem, c'est là où tout décolle. Clem, il n'était pas bien du tout aussi. Et il avait un swap sur moi. Je le remets bien et après, c'est lui qui ship pendant un an et demi. Après, il y a eu ma grosse perf et en gros, tout est parti un peu de là. Alors la grosse perf, justement, la plus grosse perf online, même pas que française, c'était Monde à l'époque, le plus gros gain en tournoi online à l'époque. Raconte-nous, reviens-nous, qu'est-ce que c'était ce tournoi, combien il coûtait, combien t'as gagné? Alors c'était le seul 10K de partie poker. À l'époque, il y avait des 5K, 2K, 10K qui tournaient. Et celui-là, c'était un énorme tournoi, je crois que c'était 20 millions garantis. Il y avait 2,6 millions à la gagne et j'ai chop en HU pour 2,2 millions. Et ouais, c'était fou. C'était pas du tout prévu. On était à l'EPT Prague avec Clem. Donc je bosse le 2K et roller. Clem, il deep run. C'est le 2K et roller que Alex Réard ship. Je me rappelle parce qu'il avait posté enfin, c'était sa 5e TF EPT, je crois, et enfin il ship. Et moi, j'ai pas mis la deuxième boulette parce que je m'étais rendu compte que la session du dimanche était incroyable. Tous les sites confondus. Et à l'époque, j'avais bien monté, mais j'avais bien down à ce moment-là. Donc j'avais pas pu prendre beaucoup de mois. J'avais vendu à mes potes hongrois, à Clem, et j'avais swap avec Adri, avec Ivan Dera. Et je fais D2. Je me rappelle d'une main marquante ou D1 où je go les 9 overpair dans un spot où il a que combo draw et 7. Et c'était pas un go et je hold contre un monster draw. Et je crois que c'est la main qui me fait tenir. D2, je fais JTM et je finis tant bien que mal. Je passe le D3 avec 12 blindes. Donc je suis dernier sur 24 left. Et après, du coup, je joue tout ça. J'ai pas mon setup. Je suis dans l'Airbnb à Prague. On est tous déjà dans la team Etienne, on est tous là. Je joue sur mon petit PC portable, le D3, je joue dans ma chambre parce qu'il railait en bas et je voulais pas être déconcentré. J'étais en débardeur, short
short de plage et dans mon lit, je buvais toutes les 10 secondes et je jouais comme ça un truc insane. Et j'ai fait TF. Je me rappelle, il y a eu un déclic parce que tout le monde m'a demandé est-ce que t'es stressé et tout. En fait, il faut savoir à l'époque que Clem, on est très compétitif. Hein. À l'époque, on repartira de cette colloque de fou qu'on a fait. Clem, donc j'ai fait les 44K, mais après Clem, pendant 1 an et demi, il m'a ce qu'on a dit carry. Il se moquait de moi gentiment. C'est-à-dire qu'il a fait 33K, 120K, 130K, 120K. Et à chaque fois, j'avais un truc comme 30% d'action ou de swap. Et du coup, ma rôle, elle suivait parce que, entre guillemets, il me portait sur ses épaules. Et son plus gros score, je crois, c'est 150K, 200K. Et je me rappelle que le palier à 12 ou 14 left, c'est 324K. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était juste d'avoir la plus grosse perf de la coloc. Et à 12 left, quand je passe le palier, je crois que j'ai 30 ou 40 blindes, je suis dans le milieu tableau. Et j'ai le smile. Je sais, ok, c'est moi qui ai le score. Et après, j'ai gagné un gros pot à Bull TF. Et j'arrive avec presque le tip lead. Et après, ça a déroulé. Il n'y a pas eu trop de spots. J'ai gagné un flip important avec les valets As-Roi. Et je suis allé à 3 lefts. Le russe, il voulait pas deal parce que c'était un joueur de spin, c'était son joueur. Première main, je le bust. Voilà, comme ça, c'est fini. Et nous, l'Allemand, Lucas, j'ai rencontré d'ailleurs un de ses potes cette année. Il me parlait de ça. Il avait coché chop aussi. Et du coup, dès que le HU il s'est enclenché, ça, c'est un de mes regrets de ma carrière. Je savais pas comment partie marchait. C'est chop instant. Et on avait quasiment le même stack. Donc, je prends 2,2 millions, il prend 2,1 millions. Et il n'y a pas de HU. On joue pas pour le trophée. Et c'est moi qui... Tu gagnes le titre sans le jouer. Et ça, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé jouer pour 50K. Et combat battle. Et est-ce que le trophée était magnifique en plus. C'était magnifique. Donc ça c'est dommage. Et t'avais quel pourcentage finalement? J'avais 35 au départ. Et après, avec les swaps, je finis avec 25. Mais la grosse satisfaction, c'est que... Donc je mets mes potes hongrois trop bien. Il y en a deux, je leur donne 400K. Mais la plus grosse part, c'est moi. Et ça j'étais content. Et ouais. Et c'est pour ta bankroll à l'époque, c'est game changer. Ouais, en gros, je crois que j'ai 250, quelque chose comme ça, donc je fais x3. Et après, classique, énorme surplus de confiance. Et les 2-3 mois suivants, je prends tous les spots, je suis trop aggro et je drop 250K, je crois, tout droit. Alors justement, ouais, c'est ça, c'était la question suivante, c'est comment est-ce que tu continues après? Est-ce que ça te donne un sentiment de puissance? Bon, bah là, tu viens de nous le dire, mais comment est-ce qu'on garde aussi sa motivation? C'est du coup, tu regardes plus haut après? Ouais, alors ça, j'ai jamais compris, moi. Il y a beaucoup de gens, de joueurs au poker, surtout dans le milieu du... Non, même en international, mais même dans mes proches. On parle souvent, tu fais quoi si tu gagnes le main? Je pense 70-80% de mes proches, ils disent à la retraite. Mais moi, ça n'a jamais été le cas. Après la perf des 2M, j'ai jamais été autant motivé. Donc j'ai joué plus cher, je tentais des choses. Après, il y a peu de gens qui savent, parce qu'ils pensent que j'ai eu le one time et ils n'ont pas trop suivi. Mais donc je down 250, après je remonte et je re-up 1M sur 2 perfs à 350K sur GG, des perfs sur Stars. Et à chaque fois que je faisais ça, ça me donnait encore plus l'écro. Donc non, si moi je ship le main ou si je fais un gros score au Triton où j'ai beaucoup de moi, c'est je joue plus cher, j'étudie encore plus. Ça a toujours été le cas. Donc moi, il n'y a jamais eu de problème de motive pour ça. C'est non, je suis encore plus à l'aise financièrement. Je peux jouer plus relâché, un peu trop apparemment, à chaque fois. Parce que ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est down de 200-300K après grosse période de upswing. Donc non, moi, il n'y a jamais eu de problème de motive. Plutôt que de parler d'un déclic qui t'aurait amené à cette performance, j'ai l'impression qu'il faut surtout qu'on revienne sur ATM, sur ta relation avec Clem. Donc on va commencer par ATM, explique-nous, rappelle-nous exactement l'origine du projet. L'origine du projet, en vrai, il faudrait parler de Clem et de notre relation. Mais en gros, Clem et moi, on est en coloc et ça faisait un bout de temps qu'on parlait de créer une team. On jouait tous les deux en MTT. Clem, il a rebasculé en cash game aujourd'hui, pour ceux qui savent. Et un jour, je crois que c'est le lendemain de soirée, il est 14h, je suis déjà sur Pio. Et Clem, il sort en bombe de sa chambre en caleçon et il fait « Ben, viens, on monte une team ». Et je me rappelle son intonation sur team, ça m'avait convaincu. Ça a souvent été comme ça quand Clem, il est souvent force de proposition. Il a beaucoup d'idées et il y a des fois, il y en a une, et je clique avec et on est très compulsif. Et celle-là, je la sentais bien et je crois que 2 heures après, le post sur PA, Poker Academy, il est créé.
Et 2 semaines après, les 8 premiers joueurs de la saison ATM, ils sont recrutés et c'était parti. Ok, Aim the Million, donc c'est quoi? L'objectif, c'est recruter les joueurs et atteindre le million de gains cumulés avec eux? Pour la petite histoire, ATM, le nom, on l'avait depuis le départ. Clément, quand il roulait sur des mecs en cash game, il avait une expression, il disait mais putain, mais je suis trop fort, je suis un ATM, Ben, je suis un ATM. Et du coup, on a toujours su que le nom de la team serait ça. Et on s'était demandé est-ce qu'on met un S ou pas. Et on a été optimiste et on a mis le S. Et évidemment, 1 million, ça nous paraissait énorme. Mais on a été juste optimiste et aujourd'hui, on est bien content. Parce que là, je regardais pour l'interview, la team, elle est à presque 5 lifetime. On est à 4.7. Les gars, cette année, c'est la meilleure team que j'ai jamais eue. On a un run incroyable aussi, mais ils font une année insane. Et ouais, on a bien fait de garder les S. 8 premiers joueurs que vous sélectionnez, c'est quoi? C'est petit casting sur critères, vous regardez un petit peu les statistiques, lettre de motif, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, Sharkscope, interview, entretien par Skype. À l'époque, on n'était pas bon. On n'était pas bon, il y a plein de profils où... En fait, on n'avait pas les éléments importants à... On ne savait pas quels éléments étaient importants. Franchement, aujourd'hui, je me trompe très rarement sur les profils. Et c'est plus des critères de mindset. Je m'en fous qu'un mec ait pris 500K, 1 million. S'il n'a pas les crocs pour étudier et soif d'apprendre et une humilité hors des tables, je sais que ça va pas marcher, même si on va faire des sous, et ça m'intéresse pas aussi. Et maintenant, on est très bon pour trouver les perles rares, je pense. Et c'est quoi le fonctionnement à l'époque? Alors c'est un peu le même qu'aujourd'hui, même s'il va probablement changer, mais on recrute 8 joueurs, on les stack, on les coach, et après, il y a une division des profits. Coaching for profit donc? Aujourd'hui, c'est plus coaching for profit parce qu'on s'adresse à des joueurs qui sont déjà beaucoup plus établis. C'est un de nos critères, on veut qu'ils aient beaucoup de rôles parce qu'il y a des swings et des dépenses à encaisser. Donc la plupart maintenant, ils jouent en CFP, c'est-à-dire qu'ils jouent pour eux et ils redonnent une plus petite partie de leurs gains. Tu as des succès de cette équipe qui te viennent en tête là? Tu en as beaucoup, j'imagine, mais les plus beaux? Les plus beaux, c'est le premier incroyable, c'est Samy du Bonnet. Bien sûr. Qui se passe pas bien en plus à l'époque, je crois qu'il down 80K, quelque chose comme ça. Et il ship le main event de Wina il y a 3-4 ans. Alors pareil, le Détroit, il commence comme moi avec 12 blindes. 12 blindes, 20 Million Event ou Million Week? Million Event? Ah non, c'est le Million Event des Winner Series. Et il ship 283K. Et récemment, il y a eu Malo qui fait TF du main. C'était incroyable aussi. Juste avant, il y a Clem, le jour d'avant, littéralement, qui ship le bracelet pour le jour M. Oui, en gros, il se qualifie, il joue sa finale. Le jour off de la TF de Malo, c'est la TF de Clem. C'est ça, ouais. C'est fou. Ouais, c'était fou. Après, ma perf, c'était bien avant, et puis ça compte pas comme les joueurs. Et récemment, il y a eu Corentin Soulier, qui a fait la plus grosse perf MTT FR ever, en fait, puisqu'il a gagné le plus gros Space KO pour 600K sur un random Gravity. Enfin, Gravity, c'est un des tournois High-Stakes de Wina, mais c'est un 250 où il y avait 50 joueurs, il était censé prendre 5K. Et il fait x100, x10 et il prend 550K ou 600K, je sais plus. Et puis récemment, il y a Ludo, un mois, je crois qu'il prend 500K, quelque chose comme ça. Ouais, l'année 2025, c'est n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, au final, il y a la victoire du Space KO, les 600 000. Donc vous, en fait, vous récupérez un pourcentage de ça. Donc il vous envoie un petit message au moment où il dit « Bon les gars, il vient de se passer une folie là ». Je l'ai senti, moi j'étais pas bien ce jour-là, j'étais malade, donc je railais pas. Et il y a Adri qui m'appelle sur mon tel, et Adri m'appelle jamais, normalement. Il m'envoie tout de suite un message. Donc j'ai regardé le message, mais j'étais pas de bonne humeur. Et je me suis dit, il y a quelque chose de grave qui a dû se passer, vas-y, je lui répondrai demain. Et c'était l'inverse. Il m'a écrit, tu vas être content quand tu vas te lever. Et j'en croyais pas mes yeux. Incroyable. C'était un random jeudi soir et pas de séries. Et ah bah oui, la performance, c'est... Et il y a autre chose aussi avec ATM, c'est votre contenu sur YouTube, très très qualitatif, où on va voir des vidéos. On a bien sûr le reportage, le documentaire sur le bracelet de Clément, et aussi toi, et ça c'est quand même précieux et très rare, ou des documentaires qui te suivent sur les tritons. Ça vient d'où cette idée de développer comme ça une chaîne YouTube et avec la barre mise aussi haute en termes de qualité? Bon, ça c'est Clem et moi, on a toujours eu une approche de si on fait les choses, on les fait vraiment bien. Ça faisait longtemps, on y pensait, est-ce qu'on fait une chaîne YouTube? Parce que je pense qu'on a...
principal, je pense. Je suis sûr même, on a une très belle image dans le monde dans la communauté du poker française. Et l'idée, c'est de promouvoir la marque ATM. Quand on veut recruter des joueurs, on va attirer des meilleurs profils et aussi redonner à la communauté via ce qu'on a appris. Et voilà, on fait les choses bien et on a 2 caméramans incroyables, ils font très bien leur taf. Et voilà, en plus, ça a coïncidé avec mes premiers shots Triton. Donc c'était parfait, vous pouvez suivre ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur les Tritons, donc c'est cool d'avoir un inside. C'est fou, ouais, c'est très rigolo. Surtout que c'est tout petit et étrangement, c'est très facile pour Axel, le caméraman, d'avoir accès, de filmer, de me suivre. Il n'y a quasiment jamais de problème, il peut être littéralement là et filmer, et ça c'est top. Tu parles de la marque ATM, elle s'est un petit peu développée parce que maintenant vous avez la team principale et vous avez aussi une académie, c'est ça? C'est ça. Quel est le fonctionnement exactement de cette académie? Quelle est la différence avec la team principale? C'est nos 2 meilleurs joueurs ever, Samy et Alexis, qui la gèrent. Et en gros, l'idée c'est d'avoir un vivier de joueurs débutants ou prometteurs et les 2-3 meilleurs de la promo ou un seul, l'an dernier il y en a eu 0, ils montent dans la main, on leur offre un contrat. À la base, l'idée elle vient de... Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient, ils avaient un gros pédigré, ils avaient peut-être monté 100, 200, 300K sur le point .fr, mais il fallait que je perde trop de temps à renseigner les fondamentaux. Et quand tu fais ça fait 7 ans maintenant, quand tu fais ça 3-4 ans, ça devient rébarbatif et pour moi c'est pas forcément intéressant intellectuellement, même pour Adri et Clem. Donc l'idée c'était d'avoir des tueurs déjà qui ont les fondamentaux et Alexis et Samy sont très forts à ça, donc ils leur inculquent ça. Et moi après, avec Adri, on pousse les fondamentaux plus loin ou la spécialisation, donc, par exemple dans le PKO ou les exploits. Tu parles d'Adri, donc Adrien Delmas, Ouais. qui aujourd'hui a un rôle de premier plan et qui en plus en second plan actuellement puisqu'il est en train de jour de main. On est à 130 joueurs restants, il est toujours là notre bel Adrien, après en plus une perf énorme sur un des plus beaux tournois de l'été puisqu'il a fait 2e pour 500 000. Il est donc désormais dans les piliers, vous êtes désormais à 3? Oui, on est à 3. J'ai été juste coach mais maintenant il est actionnaire. D'accord. On est 3 dans la team. Ok, très bon choix, on va dire. C'est un beau casting lui aussi. Alors Clément, on va enfin en parler de ce duo. Déjà, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Il y a eu 2 rencontres, il y a une online et une live. Les 2 elles sont très marrantes. La première surtout. À l'époque, je gère les VIP et leurs règles chez PA. Et je gère aussi le stream du contenu de PA. Et donc à l'époque, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver qui s'appelle Bibi Biatch. Et il va faire son premier stream sur Twitch, mais à l'époque c'est Twitch YouTube. Et c'est moi qui organise ça, il va trouver la techno YouTube pour streamer. Et donc le boss opérationnel, Yanis, il lui fait, bon il y a Ben, le stagiaire, qui va te montrer comment setup tout ça, il va t'aider. Et puis il va rester avec toi pour animer le stream, et comme ça vous parlez technique. Et Clem, il avait raconté à Bart, qui était mon collègue à l'époque, ok, bon, je sais qui ce stagiaire, probablement un fan. J'espère qu'il va pas trop me saouler avec ces questions, il va me laisser jouer tranquille. Il jouait là à 400 sur Everest. Et moi, je le jouais, mais il savait pas. Enfin, je le jouais en dehors des tables. Et du coup, on lance le stream. Et puis, il vient à quelques spots. Et il prend des lines. Et il me fait, t'aimes bien, pour être poli, t'en penses quoi? Et donc, moi, je lui donne mon opinion. Et je lui dis, ouais, t'aurais peut-être pu faire ça. Et on en parlait encore récemment. Et Clem, il bug et il dit c'est une bonne idée, c'est pas con ce qu'il dit. Et après, de plus en plus durant la session, je me rappelle d'une main avec King Queen où on a un bluff catch et le bluff catch, on le trouve tous les 2 pourris. Et bon, d'ailleurs, c'est pas autorisé. Et il veut fold et je fais, tu penses quoi de jam? Et il fait, ah ouais, on était très transfo en bluff à l'époque. Et du coup, il jam, le mec snap nuts et il lui fait perdre 200 balles. Et tout est parti de là. Après, on a accroché sur Skype, on parlait tout le temps strat, surtout que on se jouait sur Everest ou hipoker.fr. Et voilà, c'est parti de là. À l'époque, j'étais en coloc avec Pads, Patrick Léonard. Le contrat a touché à sa fin. Et Clem, il est à Macao, où il revient de Macao, il est à Lyon. Ça va pas fou, il veut changer de destination. Et il m'écrit, c'est bien Budapest. Et je lui fais, c'est la meilleure ville du monde pour moi. Ce que je pense toujours. Et je lui fais, ou c'est lui qui me fait, je sais plus. Mon contrat, il touche à sa fin, viens, on fait une coloc. On tombe d'accord de faire une coloc classique pour nous en 5 minutes.
Et il fait « Vas-y, j'arrive dans 5 jours ». Et dans 5 jours, je l'accueille et je vois un mi-chauve, chemise grande ouverte, avec tatoué de partout. Et le piercing ici, et je me suis dit, waouh. Et moi, gendre idéal, très propre sur lui, ça va jamais matcher. Et le premier soir, on fait une soirée légendaire, je garderai les détails. Et ça a été le coup de foudre. Et après, je peux pas parler de Clem aussi sans parler de Gilles aussi, son ami de l'époque, qui nous a rejoint la semaine suivante. Et en gros, on a fait une coloc à 3, qui pour moi sont les deux années et demie les meilleures de ma vie. Tous les 3, on était très très différents. Et c'est un match incroyable. Et Très complémentaire. ouais, et fallait nous entendre parler, c'était fou. Nos premières copines hongroises, les premiers mois, elles nous entendaient discuter. Elles venaient nous voir, ça va avec Clem? Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Mais on était tellement passionnés dans nos discussions, nos débats. Même nos joueurs, ils étaient choqués les premières fois où on débattait de main d'eux. C'était très virulent. Aujourd'hui, on s'est un peu assagi. On imagine que cette complémentarité, ça vous a fait peut-être aller plus loin. Finalement, vous vous souteniez dans vos projets, vous montiez des projets aussi ensemble, quoi. C'est un peu l'histoire d'ATM d'ailleurs. On a été très solidaires, complémentaires aussi, je pense, parce que Clem, il arrive, il est très fort en explo. En read, c'est un redliner, c'est-à-dire qu'il joue sa redline avec rush sans avoir vraiment étudié. Et moi... Donc la redline, c'est la nonchalant wheeling, donc là, quand on voit pas l'abattage. Mais par contre, pas trop chaud avec les outils ou l'étude. Et donc plus un génie. Et moi, comme je le mentionnais, j'adore étudier. La prépa, j'ai adoré ça. Donc c'est moi qui touche à Pio au premier. Donc moi, j'apprends de lui sur ses explos, sur sa créativité et avoir confiance dans ses rides. Et puis, moi, je l'invite à bosser de plus en plus. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, le MTT, c'est un peu un jeu d'artiste. Les stacks, enfin les tapis changent tout le temps, donc les situations sont très différentes. Donc il faut être très agile. Et le cash game, c'est plus... Donc le MTT, c'est très large, et le cash game, c'est très profond. Et c'est très étonnant qu'avec nos personnalités de base, moi, j'adore le MTT depuis 10 ans, et lui, son amour, c'est le cash game, et il a fait 3-4 ans en MTT avec moi, mais après, il est reparti en cash game. Et au final, c'est marrant, Clem, maintenant, il est plus assidu et plus rigoureux que moi dans son étude, et plus structuré, la manière dont il étudie les spots, les boards, etc. Et moi, les gars, quand je stream pour eux ma session, je suis très tourné, ultra exploit, le moindre détail que je vois de timing, de sizing. C'est marrant que ce soit inversé quasiment aujourd'hui. Maintenant, on va parler des tritons, qui est un autre pan de ta vie et évidemment un sujet qui passionne. Parce que les tritons, je pense que c'est un renouveau pour le poker, en tout cas pour le poker live et pour le spectacle qu'est le poker. Et c'est grâce à ce spectacle qu'on est tous là. Est-ce que déjà c'est un accomplissement pour toi d'y participer? Non, c'est ça qui est important. J'imagine que c'est le Graal pour beaucoup de joueurs. Déjà, l'accomplissement, c'est d'en gagner un. Surtout que les petits trophées Triton, pour moi, c'est les plus beaux de tout circuit. Ils sont magnifiques, même plus beaux qu'un bracelet, je trouve. Presque plus facile à gagner. Donc non, c'est pas un accomplissement. Moi, j'en parle souvent. J'ai 36 ans maintenant, depuis quelques semaines. Et la phrase « l'insouciance de la jeunesse », j'ai toujours trouvé ça bateau. Et maintenant que j'approche de la quarantaine, je la vis vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, j'imagine, ils aimeraient être à ma place. Notamment les jeunes gars d'ATM, jouer les tritons des 50K, des 100K. Mais moi, ce que j'ai envie de plus, c'est les petits jeunes d'ATM qui montent leur rôle ensemble, ils font des colloques ensemble, ils vivent la vie à 100 à l'heure. Et ok, ils se mangent des murs, ils se mangent des gros downs. Et ça, c'était les 2-3 meilleures années où on swappait 50% chacun pour monter ensemble et pas se manger trop de variance. Avec des rôles, c'était indécent de jouer les 10K avec 300K de rôles. Pour moi, c'est ça le plus beau. Donc aujourd'hui, je choque les tritons, c'est cool, mais c'est pas dans ma carrière objectivement, parce que maintenant ça fait 2 ans, c'est pas ce qui m'a fait le plus vibrer. Tu préférerais jouer à 100 € avec 1000 € de bankroll comme un fou. Peut-être pas, mais je sais que le feeling, il est meilleur honnêtement que jouer les premiers tritons. On parlait tout à l'heure des différences avec la mentalité d'un Patrick Léonard qui lui se trouve pas si intéressant que ça d'aller jouer des tournois turbo et peut-être des fields un peu relevés. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi d'aller jouer ces fields relevés? Qu'est-ce que tu cherches dans cette expérience? Alors les tritons, je les prépare très bien. Il n'y a pas tant besoin que ça.
parce que c'est du MTT très standard, c'est-à-dire c'est des structures un peu turbiche, vanilla, c'est-à-dire il n'y a pas de chaos ou quoi, où il y a un seul mystérie. Mais vu que tu joues en partie les meilleurs du monde, ça me motive à être très précis sur les spots. Du coup, je vais, surtout de triton en triton, je vois là où il y a des mecs meilleurs que moi. Et du coup, j'appuie sur ces spots avant et ça me fait progresser énormément. Et aussi, à ce niveau-là, la plupart des top regs, l'essentiel des spots, on connaît l'équilibre global. Donc la différence, elle se fait mentalement et surtout même mentalement en technique, c'est-à-dire tu vas emmener l'adversaire dans des nœuds que toi tu maîtrises mieux et que lui tu penses qu'il maîtrise moins bien. Et ça te force aussi à te demander c'est quoi les micro-détails entre son style de jeu et le mien. Quel spot moi je suis meilleur, quel style de jeu. Aujourd'hui la red line c'est très cool, mais en soi ce qui est important c'est la green line. Et il y a des blue liners, c'est des top mondes, et des red liners, c'est des top mondes. Et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir, c'est quoi mon identité de jeu. Donc je travaille ça avec le préparateur mental. Et à chaque triton, je comprends de plus en plus c'est quoi mon identité de jeu. Là où aussi j'apprécie le plus le poker, pas forcément là où je suis le plus fort naturellement d'ailleurs, mais c'est là où je suis le plus dans la zone de flow et je suis plus concentré. Et après, je crois que ça fait 4 ou 5 tritons, je comprends de mieux en mieux et du coup les prépas elles sont de plus en plus intéressantes. C'est ça qui m'attire en parler des trophées au début et c'est vrai que j'aimerais beaucoup gagner un trophée triton. Mais moi ce qui me pousse beaucoup c'est jouer le poker à son ultime. Pour moi le meilleur c'est Ponakov en ce moment. J'ai beaucoup discuté avec lui et il est tellement précis et moi c'est ça que j'adore, c'est atteindre cette précision. Pas forcément dans la GTO pure mais l'exploit aussi. Et il y a un autre aspect des tritons qui est important, c'est le réseautage. Parce qu'à mon niveau, c'est très dur de trouver un coach pertinent. Et là-bas, il y en a quelques-uns. Et du coup, il y en a quelques-uns que j'aime bien en tant que personne. Donc je me rapproche d'eux et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ah oui, donc ça t'a quand même apporté des contacts avec lesquels tu peux travailler Oui, bien sûr. Pour aller plus vite. Et ta toute première fois, c'était la toute première main, un petit peu comme on pourrait raconter ça la première fois qu'on est à Las Vegas, qu'on joue un tournoi WSOP, le main. Est-ce que la toute première fois que tu t'es retrouvé dans les tritons, tu t'es dit ok, ça y est, j'y suis, c'est un peu particulier, puis après ça va, on redevient normal, ou juste c'était dans la continuité? Non, c'était ok. C'était mars 2024-23 je crois. Non, mars 2024, je sais plus. Mais il n'y a pas si longtemps. Et j'ai joué. Bon alors j'étais pas bien. Parce que je suis arrivé une semaine là-bas avant. Il faut savoir que là où c'est une île où il y a une réserve naturelle magnifique. Sauf que le casino, il est en plein milieu de l'île, dans un centre commercial, c'est horrible. Tout le monde déteste. Donc je suis arrivé 7 jours avant parce que je voulais m'acclimater et je sais que j'ai du mal avec le décalage horaire. Et j'ai pas du tout réussi les 3 semaines à me caler. Donc j'étais assez fatigué, mais vu que c'était mes premiers, j'étais focus. Donc j'arrive assez fatigué sur le premier. C'est un 15K. Et on en parlera aussi. En fait, je joue des stakes normales en fait. C'est-à-dire que je prends les parts que moi je suis confortable de jouer. Donc la plupart des joueurs, bon je vais garder les pourcentages pour moi, mais on joue ça comme des 5K, 10K, 15, 25K. Donc quand j'arrive sur le premier 15K, j'ai pas l'intégralité et ma première table, le 15K il est incroyable. Il y a 40% du field, il est fishy. Enfin, les joueurs ils sont pas durs. Donc non, dès que je suis assis, je suis ok. Je crois que je me rappelle, je fais un énorme bluff dès le début contre un fish parce que je sais qu'il va overfold. C'était pas trop un problème. C'est plus après jouer les spots où je suis pas à l'aise contre des top mondes, voir mes insécurités poker face à ces mecs-là dans ce type de contexte. Ça, c'est plus intéressant et plus challenging. Ok, tu parles de départ, effectivement, c'est un sujet qui passionne aussi les foules. C'est par exemple sur un main à 125K, là aujourd'hui, sur les derniers tritons que tu as joué plus tôt, c'est quoi ta part réelle d'investissement? Je joue surtout ça comme un 10K. D'accord, ah oui, donc ça veut dire que. Et ça, c'est grosso modo le cas d'à peu près tous les joueurs professionnels. C'est ça, il y a même des cas extrêmes en fait où les mecs qui viennent jouer pour quasiment zéro, sauf qu'ils ont un markup. Markup, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, sur le main qui est le plus beau, peut-être qu'il donne, il fait 10% de ROI, du coup l'investisseur lui donne 5%. Donc ça veut dire que pour avoir 100% de son 125K, ou 100K sera plus simple, il paye 1,05. Et 0,5 sur 100K, ça fait 5K.
Et il y a des mecs qui viennent, ils jouent pour entre 0 et 5% de leur action. Et en fait, vu les montants des buy-in, en général, je buy-in pour 500-700K sur 10 jours. Fais le calcul, 5% de ça. En vrai, c'est moins. Ça fait des 10 jours à 15-20K. Donc tu fais 1K, 1K5, 2K par jour. Et ils viennent comme ça. Et ils ont l'expérience de jouer pour la fame et le meilleur live ever. Parce qu'en termes d'organisation, c'est incroyable. Les Tritons, c'est dans des endroits qui sont très très bien choisis. Les croupiers, c'est pas que c'est les meilleurs croupiers du monde, c'est que c'est les floors EPT. Donc c'est dire à quel point c'est très haut niveau. Et c'est très très bien organisé là. Le tournament director, Luca, l'italien, il gère ça, c'est nickel. D'accord. Et en termes d'EV, c'est aussi très EV+, c'est très intéressant pour les joueurs professionnels de très bon niveau d'aller jouer ces tournois-là? Non, pas tant que ça. C'est EV+. Parce qu'il y a quand même des structures qui sont assez turbo, tu l'as dit aussi. Ouais, après, j'ai été étonné, c'est pas si turbo que ça, parce que les augmentations de blindes, elles sont assez progressives. Et puis, il faut pas oublier, surtout en Asie, c'est entre 25 et 40% du field qui sont des VIP asiatiques, ou des VIP, peu importe, mais surtout asiatiques. Donc, il y a de lever à faire. Après, la variance, elle est incroyable. Il y a Yuri, un des meilleurs Brésiliens, qui là, au WSOP, il avait montré, je crois que pour jouer des tritons comme ça à 500-700K, il faut quelque chose comme 50 M de roll. Pour jouer 100% de son action, faire des semaines à 500-700, enfin des festivals à 500-700, ouais. Moi, je dirais pas les noms, mais je pense qu'il y en a que entre 5 et 10 qui ont 100% de leur action. 5 et 10 en tout, pas pour cent. Ah ouais, non, 5-10 joueurs. Un mec, par exemple, comme Dan Smith, ça doit être connu, il joue probablement, très certainement, pour toute son action. Alors, toi qui es dans ce milieu-là des high rollers, de l'extérieur, il y a beaucoup de critiques là-dessus qui disent justement sur le fait que plus personne ne joue vraiment son action et que pour certains, ce soit tout petit pourcentage. Il y a souvent des gens qui vont dire là, ça perd son sens par rapport à, par exemple, ce qu'on voyait il y a 20 ans où sur les WSOP, les joueurs jouaient vraiment pour des milliers de dollars, parfois même en mettant leur bankroll un peu plus à risque que d'habitude. Pas forcément, ils n'étaient pas all-in, bien sûr, mais voilà, ils investissaient peut-être parfois 5% de leur bankroll alors que d'habitude, ils n'en investissaient que 1. Donc il y avait une émotion qui était différente. Est-ce qu'il n'y a pas une froideur quand on est là-bas et que finalement tout le monde joue un petit pourcent, qu'en plus il y a énormément de swapping, parce que c'est un mélange de swapping, de stacking, j'imagine, de markup, de choses comme ça, de make-up peut-être même dans certains cas. Est-ce que ça enlève un petit peu à l'émotion, toi qui es de l'intérieur? Alors, ça va un peu dans tous les sens. Alors déjà, la première chose à dire qui est marrante, c'est une fois que tu es habitué au circuit, c'est vrai que c'est très cool. Hein. C'est les vacances. C'est un endroit paradisiaque. Par exemple, le Monténégro, c'est incroyable. Je suis dégoûté que ce soit durant les scopes parce que j'adore le online, mais c'est magnifique. C'est sur la mer. Et tout le monde, c'est un tout petit groupe et tout le monde se connaît. Et c'est très sympa l'ambiance. Presque une partie entre amis en fait. Ouais, c'est pas comme Fedor, il parlait de ça il y a 10 ans, les ultra high stakes, vu qu'il n'y avait pas de solver ou très peu. Personne ne savait vraiment c'était quoi la strat au petit. D'ailleurs, on ne sait toujours pas avec le modèle ICM qui est incomplet. Et personne ne parlait de stratégie au table. Chaque info était gardée. Aujourd'hui, je demande à Ponakov ce qu'il pense du spot. On va à la pause, mais il me dit 100% de ce qu'il pense du spot. Il y a zéro retenue. Il y a aussi le fait que maintenant, ça fait 10-15 ans, ils sont en high stakes. Et il y en a plein qui ont monté des millions. Et c'est tranquille. Et surtout, il y a les swaps, ils n'ont pas toute leur action. Maintenant, il y a aussi des mecs qui n'ont pas run good et ils sont en make-up de millions. Donc t'inquiète pas que pour eux, c'est important et ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Donc make-up, pour revenir... Un make-up, c'est quand on a un deal de stacking et il a fait 10 tritons à moins 500K et il est down 5 millions. Il y en a pas mal des cas comme ça. Bref, ça aussi, je garderai privé qui, mais... Non, bien sûr. Mais donc, pour ces mecs-là, crois-moi, c'est important de ship. Et après, c'est vrai que... Mais pour bien faire la différence, c'est pas réellement des dettes, c'est plutôt qu'ils doivent rattraper ce... Ah bah oui, mais... Enfin, il peut pas partir. Si le stacker, il veut continuer de prendre des voiles. S'il veut continuer d'être stacké, il doit d'abord, entre guillemets, regagner ce make-up, rembourser ce make-up pour pouvoir continuer de... Mais c'est pas comme si réellement il avait emprunté de l'argent à quelqu'un. Non, mais après, dans les faits, s'il dit je veux arrêter de jouer au poker, tu dois 5M, quoi. D'accord. Ouais. Après... Ça met un peu la pression. Ouais.
Après, il y a deux autres éléments. Du coup, moi, je suis assez safe, très safe, même en bankroll management. J'avais pas pris un gros risque. Je peux te dire que mes premiers tritons, la première fois où j'ai eu le chip lead à 30 left, j'ai pas tant que ça en action, j'ai vraiment envie de gagner. Surtout que tout est télévisé, toute la team suit, même mes parents. Donc tu as envie. Par contre, c'est vrai que j'imagine dans 3-4 ans, si je continue de les jouer, tu es quand même habitué et ouais, si tu bulles ou si tu perds le HU, tu vas pas être aussi dégoûté. Le deuxième élément, et ça c'est vrai que alors moi j'en ai bénéficié, mais c'est que là, les tritons sont en train de prendre une telle envergure que ça n'a plus la même saveur qu'avant. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui sont imposés là-bas depuis longtemps. J'en parlais à la table avec Kulev ou Kuhn. Pour eux, les tritons, à la base, ça ne veut pas dire ça. C'est les 30 meilleurs joueurs du monde ou les 50 meilleurs joueurs du monde. Ça joue ultra cher et c'est très élitiste. Pour rentrer dedans, c'est très dur. Le dernier Jeju, c'était incroyable. Le 100K, il fait juste en dessous de 400 entrées, je crois. Là, ils viennent d'annoncer un Triton One. Je ne sais pas si tu as vu. Donc, avant les Tritons normaux, donc les 15K, 25K, 50K, ils vont ajouter des 3K, 2K, 8K, 20K. D'ailleurs, débat houleux avec 13% de rake. Donc, moi, par exemple, je ne jouerai pas ça, c'est sûr. Surtout que ça rallonge le séjour incroyablement. Mais du coup, ça veut dire que dans 2 ans, les files des Tritons, ça va être 600 joueurs. Ce qui va devenir très très profitable. Ça va être très bien. Mais c'est vrai que tu vas pas jouer Chidwick, Kulev, Ponakov à 4 left sur les Tritons. Tu vas jouer de plus en plus de VIP, des random reg de mid-stakes qui shot ou qui ont accès à ces games-là. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, moi en soi, j'ai eu accès grâce à ça, à la popularisation de ces séries-là. Comment on fait pour s'inscrire au Triton aujourd'hui C'est du réseautage. C'est-à-dire que je voulais jouer cher et chercher un deal live. Parce que les swings de live, ils sont colossaux. Et je suis dans la queue de la boulangerie à l'EPT Barcelone. Et là, il y a mon ex-coach qui est derrière moi, Kevin Rabichaud. Et du coup, on prend un croissant et puis on parle dehors. Et il me dit, ça va. Et je lui parle que je cherche un deal live. Et là, il se pose grand blanc et il fait, ok, je ne suis pas censé te le dire, mais je suis sur un projet un peu secret et on veut monter une team live un peu bizarre. Et je t'ai mis dans la shortlist. Est-ce que tu es intéressé? Et c'est incroyable comment j'ai attiré, entre guillemets, je sais pas, l'univers ou quoi. Et je fais, ouais, je suis très très intéressé. Et je sais pas, je pensais que ça allait capoter. On s'appelle après le PT Barcelone. Et je sais pas, je crois, 1 mois après, test à Jeju. Et voilà, j'ai eu les pieds là-dedans. Et la team live le concept a jamais eu lieu. Et du coup, moi, j'ai fait plein de connaissances là-bas. Et du coup, j'ai différents stackers là-bas et je peux les jouer. Alors, ça s'est pas forcément bien passé pour toi sur les Tritons. Tu ne t'en es pas caché. Concrètement, déjà, combien ça coûte pour toi et pour les stackers du coup? Donc, tu disais tu faisais des semaines à 500-700. Bon, tu perds pas 500-700 forcément en tout, mais ça quoi? T'as fait des séjours à moins 500? Ouais, Monténégro, j'ai min cash le 40K, Mystery seulement, donc j'ai dû faire moins 500 tout droit. Et toi, ça te coûte combien? Sur l'ensemble de tes Tritons, par exemple, tu perds combien sur ta bankroll? Si tu peux bien sûr le dire, ou une estimation, grosso modo. Je vais garder pour moi, mais ouais. C'est des dizaines de milliers de dollars. Des dizaines de milliers, on n'est pas sur des centaines? Non. D'accord. Mais pour tes stackers, du coup, c'est des centaines? Ouais. D'accord. Et tu annonces à ce moment-là que tu vas redescendre de limite? Comment ça? À la sortie de Triton, tu t'avais fait un post pour dire voilà, là ça s'est pas très bien passé, je vais un peu cool down et puis revenir après ou Ouais, je vais cool down, mais je redescends pas parce que le shot que j'ai pris, je suis prêt à l'encaisser. Donc il y a pause. Les stackers, s'ils estiment que c'est profitable et c'est le cas, ils continuent de stacker. T'es encore plus fin ou au contraire ça t'a pas écœuré quoi? Non, je sais comment ça marche. Parce que je stack moi aussi des joueurs à beaucoup plus petite échelle, mais je le vois dans mes premiers joueurs quand ils droppent 50K, 80K, ils sont mal vis-à-vis de toi. Mais si
Adri, Clem et moi, on est OK avec ça. On leur dit, mais il n'y a pas de souci, c'est la variance du MTT, elle est insane. Il y a Erwan Pêcheux qui a fait un très bon post durant cette WSOP. Il montrait qu'il a tout enregistré et il a joué 2000 tournois lifetime. Je jouerai jamais 2000 tournois. Erwan Pêcheux, c'est un des plus gros volumeurs en termes de MTT live. Je pense que je jouerai jamais 2000 MTT lifetime. Si vous faites un calculateur, enfin une simulation de variance sur 2000 d'échantillons, avec même un ROI de 30-40% sur les tailles de field qu'on joue de l'SOP, mais vous pouvez perdre toute votre vie en live en étant le meilleur joueur du monde. Ike, moi je trouve Ponakov il est meilleur, mais la plupart des tops là-bas ils considèrent que le génie c'est Ike, et Ike il perd au Triton. Il est perdant. Et c'est probablement un des plus grands esprits du poker de tous les temps. Ça fait partie des grandes rencontres que tu as fait là-bas? Entre autres, ouais. Poniakov, Ike, il y a d'autres joueurs. Alors toi, tu dirais donc Poniakov numéro 1? Ouais, Ponakov, il est tellement précis, il est tellement adaptable. Après, qui est le meilleur joueur du monde pour toi là aujourd'hui? C'est lui? Je pense que c'est lui. En tout cas, il en fait partie. Ike, c'est un génie, mais je ne sais pas s'il est le plus performant dans le modèle ICM. Mathéos, il est évidemment très très solide. Joao qui fait une très très grosse année là. Qu'est-ce que tu en penses de Joao Vieira? Non, pas Joao. Mathéos est bien meilleur. De mon point de vue en tout cas. Il y a plein de joueurs. Il faudrait que je suis en train de visualiser toutes les têtes. Et je pense surtout à Ponakov. De toute façon, c'est pas compliqué, ça marche par team. Il y a la team des Russes ou des Lituaniens, etc. La team espagnole, Juan Pardo, très fort. Vladimir Minko, qui est online serve la mine sur Stars, sur Poker Stars, et qui joue de plus en plus en live. Là, il était sur le 50K. Et lui, il est très très fort, de mon point de vue. Ouais, j'avais oublié Minko. Je dirais Minko et Ponakov. Et côté français, à part toi bien sûr, qui est le meilleur joueur français? C'est dur à dire. Inos, il est très fort. Thomas Santerne. Après, Adri, il veut pas jouer ces games-là pour l'instant. Il va attendre un peu, mais Adri, il est très fort aussi. Après, il y a qui en français qui les joue? T'en croises pas énormément des Français. Il y a Emilien Pitali, commence à shot, très bon aussi, dans la team de Fedor. Fedor aussi, ce serait un joueur incroyable s'il avait continué, mais il est trop installé et il étudie plus trop. Mais Fedor, en termes de comment il joue l'ICM, ou justement comment il dévide l'ICM, c'est un des esprits les plus intéressants avec lequel parler. Un des joueurs qui arrive à, entre guillemets, à anticiper la future EV, parce que c'est ça le gros débat, c'est combien vaut ton stack dans les futurs spots. Et du coup, comment est-ce que tu joues plus tight ou plus loose par rapport à l'ICM. Lui, c'est un des joueurs qui voit le poker le plus différemment. L'autre grande question qu'on se pose quant à ce milieu du very high stakes, c'est qui sont les investisseurs, les financiers, les business angel press? Est-ce que c'est des profils d'industriels, justement de joueurs, enfin de personnes fortunées, ou de joueurs qui s'y connaissent suffisamment pour pouvoir investir sur d'autres joueurs? Non, c'est beaucoup de joueurs. Et surtout, c'est des joueurs anciens qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont gagné des millions très tôt. Et ils ont eu des bitcoins très très tôt dans des sommes colossales. Donc Fedor, par exemple, on sait que lui, il fait partie des joueurs qui investissent. Ça, c'est connu. Ouais. Et par contre, lui, je pense pas que ce soit une crypto whale. Là, certainement, j'en sais rien, mais oui, Fedor en partie. Est-ce que tu penses qu'il faut quelque chose en plus pour jouer à ces limites-là, pour aller s'inscrire à des tournois au-dessus de 25 000 Est-ce que tu penses que c'est une question d'ego? Est-ce que tu penses que c'est une question d'être un compétiteur plus que les autres? C'est une question de confiance en soi? Comme je disais, il y a 40% du field, des fois, c'est des VIP. Que les games, elles sont pas si dures. Si on joue un 1K ou un 5K online, ça va être beaucoup plus dur. Et à ce niveau-là, du coup, si je joue... J'ai déjà joué la bulle du 100K. J'ai Fedor, Foxen, Brinkeny, Mulhocker qui est un des protégés de Fedor qui joue très très bien, Chris Brewer,
qui est un des meilleurs joueurs. Peu le connaissent, mais il joue. Sa réflexion, elle est extrêmement élevée. Et j'ai peut-être Joao? Non, j'ai pas Joao. Et j'ai cette table-là à la bulle. Donc elle est plus, c'est je pense la plus dure que j'ai jamais jouée. Et à ce niveau-là, ce qui est important, Kulev, il en parlait dans un des podcasts, c'est de comprendre tes dispositions naturelles. Il y a des joueurs, ils vont être plus défensifs, d'autres qui vont être plus créatifs ou opportunistes. Ça va souvent tendre vers la red line, mais il y a des mecs qui sont très défensifs et qui vont être incroyables en bluff catch et en value bet par exemple. C'est de comprendre, toi, c'est quoi tes penchants ou au contraire, qu'est-ce qui t'attire dans le poker au plus profond et d'appliquer ça, et d'aller dans ces nœuds-là, de chercher ces dispositions-là. Ça t'attire au final une confiance et une assise qui derrière, tu regardes pas forcément les enjeux, mais tu sais où tu vas, quoi. C'est très dur, hein, ça prend des années. Hein. Moi, je commence à réfléchir à ça depuis 2-3 ans, et si je dois écrire c'est quoi mon identité de jeu aujourd'hui, j'ai des idées, probablement beaucoup plus que la plupart des joueurs, mais je peux pas te dire 90% de mon profil. Ça prend toute une carrière, je pense. Et puis après, ça change aussi, je pense, en fonction de ton âge, si tu viens père de famille ou non. Comme Clément. Ouais. Il y a une réflexion d'introspection dans ce que tu dis, et je crois que tu as vécu une expérience là-dessus qui est intéressante, peut-être, qui a joué un rôle dans ta carrière, pas forcément un rôle de déclic, mais qui t'a amené en tout cas à apporter des choses. Ouais, alors j'ai fait une expérience ayahuasca, donc une expérience chamanique. C'est une plante, et c'est un thé à base de cette plante que j'ai fait au Brésil, dans l'état du Bahia, et c'est une drogue hallucinogène, entre guillemets. À la base, je fais ça parce que mon coloc Gilles, on a fait oh tiens, il y a Ike là. On a fait un challenge. Bon, j'épargnerai les détails, mais c'était lui le challenger, et ça l'a mis dans les dispositions les plus inconfortables pour lui. C'était vraiment si tu devais choisir un challenge qui le sort le plus de sa zone de confort, je vivais avec lui, c'était ça. Et il a complete le challenge. On lui avait donné une deadline à un certain jour, à une certaine heure, tellement ça traînait, et il l'a complete 5-6 heures avant la deadline. Et franchement, j'ai gros respect, chapeau bas, je lui ai dit. Et moi, introspectivement, j'ai réfléchi, c'est quoi qui me terrorise le plus, et ça va rien à voir. Moi, c'est prendre l'ayahuasca, parce qu'il faut savoir, ça te confronte à tes plus profondes insécurités. Mais moi, ça me terrifiait de plonger là-dedans. Et c'est littéralement, moi en tout cas, tu plonges. Tu as une espèce une de mes séances, parce que c'est un séjour de 10 jours, et il y a 4 sessions. Parce qu'une session, ça suffit pas. Ça demande un certain skill de laisser l'ayahuasca, en gros, de se laisser aller. Ça prend du temps. Et ouais, il faut en faire au moins 2-3. Et une des sessions, c'est vraiment, je plonge là-dedans et je ressors vite parce que ça me fait trop peur. Et donc, je me suis dit, vas-y, je le fais. Et alors, probablement, Léodima va être déçu. J'ai pas eu de déclic. Et moi, ce que j'avais peur, c'était d'avoir choisi une voie où je suis pas du tout conforme à qui je suis. Et là où j'ai une grande libération, c'est que j'avais peur que ça me fasse renoncer au poker, par exemple, que je perdais mon temps et que ma passion, c'était pas ça. Et au final, non, c'était une confirmation profonde de, entre guillemets, entre parties, qui j'étais. Et du coup, je suis revenu il y a 3 ans. Voilà, un alignement. Je suis revenu plus à l'aise avec moi-même, avec qui je suis. Et je pense que c'est très sain comme drogue. Hein. C'est-à-dire que c'est très dur durant les 5-6 heures dans la nuit. Mais le lendemain, t'es très très léger. Hein. C'est pas comme une drogue où le lendemain t'as un hangover, t'es extrêmement bien. Donc c'est très sain, entre guillemets, si c'est fait dans les bonnes conditions. Et là, c'est vraiment très bien cadre. J'ai sélectionné une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure au monde. Et c'est fait par une ex-psychologue argentine qui était passionnée par ça. Elle est devenue psychologue chamane. Et elle a son refuge là-bas. C'est très bien fait. C'est dans des cabanes villas au milieu de la jungle brésilienne. Et c'est très très bien encadré. Il y a zéro risque. Elle donne des doses elle commence très bas et après de plus en plus en fonction de
si tu plonges dans tes insécurités ou non. D'accord, donc évidemment une expérience qui te concerne et qu'on n'invite personne forcément, il n'y a pas d'incitation, hein, c'est simplement intéressant de voir qu'un joueur qui joue très très cher, très haut, prenne ce risque déjà et aille chercher quelque chose au fond de lui, même si t'en es sorti avec peut-être plus confortable vis-à-vis de ce que tu es et là où tu veux aller. Quelles conditions tu dirais toi aujourd'hui qu'il faut réunir pour être A+ game sur les Very High Stakes, sur les Tritons? C'est un mélange parfait. Est-ce que c'est déjà nécessairement être au top de la technique, au top du mental, au top également de sa bankroll? Il faut avoir tout aligné parfaitement ou justement pas forcément? Non, justement, ça c'est un cliché. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que quand je commence Pio et que je vois que c'est des stratégies supérieures ou une compréhension du poker supérieure, les 2 premières années, tu es matrixé, c'est la GTO, c'est l'absolu. Et au fil des années, tu te rends compte que le poker, c'est beaucoup plus complexe et c'est ça qui est beau. Il y a des mecs qui sont, franchement, ils sont nuls. Même en high stakes, ils sont nuls en GTO. Ils connaissent pas des fondamentaux, c'est choquant. Mais il y a certains pans du jeu où ils sont très forts. Où ça peut être en live, dans la dynamique, ou comprendre la future EV du spot. Et ça fait 15 ans, ils printent. C'est-à-dire qu'ils gagnent des fortunes. Donc, pour moi, c'est ça, je pense que ça te rend meilleur. Si tu comprends ton identité de jeu et que tu es très très sharp sur l'équilibre de la plupart des spots, tu as forcément un avantage sur un mec qui étudie pas le GTO. Mais je pense qu'il y a encore la place. C'est très dur, mais je pense qu'il y a encore la place. On entend Alex faire. C'est rare. C'est les Français qui crient, donc c'est forcément pour Alex. Il a quoi? Il a 12 lèvres, t'as 10 lèvres? Ouais, ça va être 10 ou 11 là même. Ouais. 10 lèvres du 50K, C'est pas mal. qui était magnifique. Ouais, donc en plus, je pense que c'est très dur, mais si quelqu'un comprend profondément qui il est et il va à fond là-dedans, et que c'est un expert de ce pan du jeu, il peut battre un mec qui fait que de la GTO et qui connaît tous les spots sur le bout des doigts. Il peut être meilleur que lui, enfin avoir des meilleurs résultats à long terme. Peut-être un peu d'humilité du coup dans les qualités aussi, parce qu'être capable d'être fort, savoir là où on est fort, ça rend forcément plus humble, parce qu'on sait que là où on est moins fort, et on l'accepte. Donc ça aussi, ça peut faire partie aussi de la recette et pas croire forcément qu'on est... Bien sûr. Ok, et maintenant que tu as résolu un petit peu, que tu as coché un petit peu cette ligne-là, on est forcément intéressé de connaître ta vision du poker d'aujourd'hui, de ce qui va devenir, de comment est-ce que tu l'imagines, toi par exemple. Quelle clé tu donnerais à un joueur qui se passionne et qui se dit j'ai envie de progresser et de devenir un très 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 bon joueur, sans parler bien sûr de professionnalisme, mais juste de voilà, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui travailler dans son jeu pour devenir un bon joueur de poker? Si c'est une question qui pourrait prendre 2 heures, quel genre d'idée tu aurais toi? Surtout que c'est dur de faire une réponse toute faite, il y a tellement de profils différents, mais je vois après 7 ans de coaching, enfin même plus parce que je coachais avant, tous les joueurs qui sont profondément amoureux et obsédés du jeu. Parce que c'est facile, si tu côtoies par exemple Clem, moi et Adri, on va te donner les infos, ça va te skyrocket. Enfin, ta progression va être fulgurante. Mais si tu es patient et que tu es obsédé du jeu, passionné, les infos tu vas la trouver. Les bonnes personnes, tu vas les rencontrer. Et à ce niveau-là, quand tu sens la passion quand tu discutes de poker et tu vois que le mec est passionné, forcément, quand tu es un top joueur, tu as envie de lui redonner, de le coacher, de le stacker. Et donc moi, je pense, pour moi, c'est ça le plus important. Et après, si on parle en termes de précision, il faut les fondamentaux, pré-flop par exemple. Tu te vois jouer encore longtemps au poker? Ouais, en vrai, moi, tant que j'ai pas de projet de famille, je me vois pas arrêter. Je vois pas qu'est-ce qui me ferait stop. Comme je disais, peu importe ce qui se passe, avec plus je chip ou plus je down, dans tous les cas, ça va me motiver. Si je down, je vais me remettre en question et je vais étudier d'arrache-pied. Et si je up, ça me motive encore plus à jouer cher et à retourner dans le laboratoire et étudier encore plus profondément. Donc à l'heure actuelle, je ne me vois pas stop dans les 5 prochaines années. Mais qui sait si par exemple je veux fonder une famille ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est la seule raison qui me ferait ralentir le poker. Je pense même pas que j'arrêterais. Et est-ce que tu as d'autres choses qui te passionnent comme le poker? Est-ce que tu as d'autres choses
où tu te dis tiens peut-être que ça pourrait être une reconversion, ça pourrait être un autre domaine? Non, franchement, j'ai déjà pas mal réfléchi. C'est mes potes les plus proches, ils se moquent un peu de moi. Je suis très. Il y a surtout le poker qui m'intéresse et je suis à fond dedans et je vois pas qu'est-ce que je ferais d'autre aujourd'hui. Mais je pense que ça serait une profonde crise existentielle où je passerais 1 an, 2 ans sans savoir quoi faire si j'avais pas le poker. Je pense que c'est une bonne conclusion. Okay. Merci beaucoup Benjamin. Merci on te souhaite le meilleur. On te souhaite déjà que ATM aille chercher un autre bracelet, le plus beau, sur l'event avec Adrien. Ça serait fou. Ce serait fou hein, quand la vidéo sera sortie. Peut-être qu'il sera peut-être champion du monde. Et puis on te verra peut-être à Jeju. Non, Jeju, ça va être trop long et il y a les doublés coupes. Je ferai peut-être Monaco. Si j'en fais un, ça sera Monaco. Jeju, c'est trop dur. Quand il arrive, on te suivra. On sait qu'il y aura encore de très belles choses à raconter. Merci Benjamin et bonne continuation à toi et bonne chance contre les meilleurs du monde. À plus.